Après une vie marquée par la tragédie, Marie-Thérèse fut enfin inhumée, en 1851. Mais plus de 160 ans plus tard, des scientifiques exhumèrent un corps mystérieux. Et ce qu'ils découvrirent menaça de bouleverser tout ce que nous pensions savoir sur la dernière fille de Marie-Antoinette. En tant que fille aînée du roi Louis XVI et de Marie-Antoinette, Marie-Thérèse n'était jamais destinée à devenir reine de France. Mais après que le règne de terreur eut emporté chaque membre de sa famille, Marie-Thérèse devint leur dernier espoir, ne serait-ce que pour 20 minutes. Sa résilience face à la tragédie était aussi inspirante que déchirante. Marie naquit au sein de la puissante maison de Bourbon le 19 décembre 1778. En tant que fille aînée du roi Louis XVI, au destin funeste, et de Marie-Antoinette, elle devint immédiatement Madame royale. Elle assisterait à l'arrivée de chacun de ses frères et sœurs dans ce monde, et à leur départ, mais elle faillit ne pas survivre à sa première nuit. Dès le début, la vie de Marie-Thérèse serait marquée par la lutte pour survivre contre vent et marée. La cour de Versailles était si enthousiaste à l'idée de sa naissance qu'elle envahit la salle d'accouchement, rendant l'atmosphère étouffante et irrespirable, laissant sa mère suffoquer pendant le travail. Une décision rapide sauva sa vie. Alors que l'état de Marie-Antoinette empirait, la panique s'empara de la cour. Heureusement, dans un élan de génie, les courtisans brisèrent les fenêtres du palais pour laisser entrer l'air frais de l'hiver. Cette action rapide ranima Antoinette et lui permit de donner naissance à la nouvelle royale. Mais l'incident incita le père de Marie-Thérèse à restreindre l'accès aux salles d'accouchement pour les naissances royales. Ainsi, le bébé était en vie, mais pas nécessairement désiré. Une fois le chaos apaisé, en voyant son bébé, Marie-Antoinette murmura « Pauvre petite fille, tu n'es pas ce qu'on désirait », faisant référence à la déception de la cour de ne pas avoir un héritier mâle. Cependant, la surprise ravit sa mère. « Un fils aurait été la propriété de l'État, dit-elle. Tu seras à moi. » Ainsi dit, ainsi fait. Pendant un temps, du moins. Marie-Thérèse n'était peut-être pas l'héritier que ses parents espéraient, mais elle était d'autant plus aimée pour cela. « Tu auras toute mon attention », lui promit Marie-Antoinette à sa fille nouveau-née. Malgré les promesses de sa mère de lui consacrer une attention sans partage, Marie-Thérèse fut élevée par des gouvernantes, une succession de figures changeantes. Alors que Marie-Thérèse peinait à attirer l'attention de sa mère, le roi Louis XVI était fou de sa première-née. Il la gâtait d'affection, de cadeaux et de petites indulgences. Pendant ce temps, toute la discipline revenait à Marie-Antoinette. Elle était déterminée à élever une véritable reine de France. Marie-Thérèse était membre de la maison de Bourbon par son père. Mais sa mère voulait l'élever dans la tradition plus stricte de sa maison natale, la maison de Habsbourg-Lorraine. Déterminée à ce que Marie-Thérèse ne devienne pas comme ses tantes bourbonnes, Marie-Antoinette insista pour que sa fille dîne avec des enfants de rang inférieur. Elle encouragea même Marie-Thérèse à pratiquer une charité extrême, même pendant les fêtes. Un récit de l'enfance de Marie dépeint une vie de réflexion et de charité. Selon cette histoire, lorsqu'elle reçut des cadeaux somptueux de courtisans un matin de Nouvel An, sa mère lui dit doucement « Il y a une foule de gens malheureux qui n'ont ni pain à manger, ni vêtements à porter, ni bois pour faire du feu. Je leur ai donné tout mon argent. Je n'en ai plus pour t'acheter des cadeaux, donc il n'y en aura pas cette année. » Marie-Thérèse n'était pas seulement la prunelle des yeux de son père et le centre des ambitions de sa mère. Elle était aussi une beauté. Les contemporains la décrivaient comme très attirante, avec de magnifiques yeux bleus. Ils notaient qu'elle perpétuait la tradition familiale, ayant hérité de la beauté de sa mère et de sa grand-mère maternelle. Malheureusement, avec les événements catastrophiques qui se profilaient,
elle serait la seule membre de sa fière maison à survivre. Malgré les efforts de sa famille pour montrer leur nature charitable, le mécontentement parmi le peuple de France grandissait, et cela aurait des conséquences désastreuses pour Marie-Thérèse. Cependant, alors que la Révolution gagnait du terrain, Madame Royale, âgée de 10 ans, restait heureusement ignorante du danger qui se préparait. De plus, elle avait des tragédies personnelles à affronter. En 1787, Marie-Thérèse perdit sa petite sœur, Sophie. Cette perte soudaine et inattendue la bouleversa profondément. Avant même que les premiers coups de feu de la Révolution ne retentissent, Marie-Thérèse apprenait que l'amour et la perte vont souvent de pair. Et ce ne serait pas la dernière tragédie qu'elle subirait. 2 ans après avoir perdu sa sœur, Marie-Thérèse s'était rapprochée d'un autre de ses frères et sœurs, son frère Louis-Joseph. Cependant, lorsqu'il tomba malade et succomba à la tuberculose, elle fut de nouveau dévastée. En fait, elle était trop triste pour remarquer la tempête qui se préparait juste à l'extérieur des murs du palais. Le 14 juillet 1789, un mois à peine après la perte de son frère, le monde de Marie-Thérèse s'effondra avec la prise de la Bastille. La maladie et les accidents avaient déjà emporté des membres de sa famille, mais une foule allait emporter l'héritage de sa famille. Pour préserver la monarchie bourbonienne, le père de Marie-Thérèse envoya sa gouvernante bien-aimée et son oncle préféré au loin. Elle ne tarda pas à les suivre. Le père de Marie-Thérèse avait sous-estimé la colère de la foule. Ainsi, lorsque la populace en furie envahit le palais de Versailles en octobre 1789, Marie-Thérèse et sa famille échappèrent de justesse à la mort. Les gardes firent précipitamment entrer la famille royale dans l'appartement de Louis XVI. Alors que la foule hurlait dehors, Marie-Thérèse s'accrochait à sa famille pour sauver sa vie. Désespérée d'échapper au chaos et comprenant enfin le danger qu'il courait, Marie-Thérèse et sa famille tentèrent de fuir Paris. Cependant, les locaux reconnurent Louis XVI, et leur audacieuse tentative d'évasion s'arrêta à seulement 50 quelques kilomètres de la ville fortifiée. Forcée de retourner à Paris, Marie-Thérèse redoutait son sort probable. Lorsque les membres de la Révolution capturèrent la famille royale, les choses empirèrent considérablement. Au lieu des manchettes en dentelle qu'elle avait l'habitude de porter, les gardes jetèrent Marie-Thérèse et sa famille dans des fers et les ramenèrent à Paris. Alors, les véritables horreurs commencèrent. Les contes de fées commencent généralement par des princesses enfermées dans des tours. Dans une cruelle ironie, cependant, Marie-Thérèse croyait que c'était dans une tour que son histoire se terminerait. En août 1792, la Révolution réussit à dissoudre la monarchie et emprisonna la famille royale dans la tristement célèbre tour du Temple. Marie-Thérèse, alors âgée de seulement 13 ans, vit sa famille disparaître, l'un après l'autre. Quelques mois après leur emprisonnement, en janvier 1793, Marie-Thérèse apprit la tragique nouvelle. Son père avait perdu la tête sous la guillotine. Ne voulant pas perdre espoir, une faction royaliste déclara son petit frère, Louis-Charles, nouveau roi Louis XVII. Mais le jeune roi n'avait que 8 ans, et Marie-Thérèse n'avait aucune illusion. Sa couronne était fausse, et le danger était bien trop réel. Le pire était encore à venir. À l'été 1793, la situation pour Marie-Thérèse et sa famille s'était encore détériorée. Juste quand elle pensait que cela ne pouvait pas empirer, des gardes firent irruption dans les chambres royales et saisirent son jeune frère, Louis-Charles. Marie-Thérèse ne put qu'assister impuissante, alors qu'on arrachait l'enfant de 8 ans, confié à un cordonnier cruel qui traitait les chaussures avec plus de soin que les enfants. Après avoir perdu son frère, Marie-Thérèse perdit la dernière personne de sa famille immédiate, encore présente. Le 2 août,
Sans beaucoup d'avertissement, les gardes entrèrent dans les chambres royales et arrachèrent Marie-Antoinette des côtés de sa fille. Sans plus personne, Marie-Thérèse s'accrocha à sa tante Élisabeth jusqu'à ce que les gardes l'emportent aussi. En l'espace d'un an, Marie-Thérèse était passée de fille choyée, de la famille la plus puissante d'Europe, à son dernier membre vivant. Alors que le règne de terreur balayait la France et consumait courtisans et nobles, Marie-Thérèse restait seule, témoin triste et silencieux, observant depuis la tour du Temple. Ce n'était pas comme si elle avait autre chose à faire. Pire que la solitude et l'ennui incessant était l'horreur de sa situation. Bien que les murs de la tour du Temple fussent de briques et de pierre, ils auraient aussi bien pu être fins comme du papier. Entre la lecture et la prière, Marie-Thérèse devait écouter impuissante les cris de son petit frère, soumis à toutes sortes de traitements inimaginables de la part de ses geôliers. Au cœur du règne de terreur, Marie-Thérèse rencontra l'homme à l'origine de tout cela, l'homme responsable de la chute de sa famille. Robespierre, le chef de la Révolution, rendit visite à Marie-Thérèse à la tour du Temple. Cependant, ce qu'ils se dirent, ou même ce qui se passa, reste un mystère, mais nous savons ce qu'il ne lui dit pas. En plus de partager le sort funeste de son père, Robespierre ne parla pas à Marie-Thérèse du sort du reste de sa famille. Cruel, il la laissa avec de faux espoirs. Seule dans sa cellule, sans personne à qui parler, Marie-Thérèse s'adressait au mur, ou du moins y gravait ses pensées. Son message déchirant disait « Marie-Thérèse Charlotte est la personne la plus malheureuse au monde. » Malgré les horreurs infligées à elle et aux membres de sa famille, Marie-Thérèse s'accrochait à l'espoir. Plus miraculeusement encore, elle ne perdit jamais l'esprit de charité de sa mère. Même après tout ce que ses geôliers avaient fait, les derniers mots qu'elle grava sur le mur de pierre de sa cellule étaient pour le pardon. « Ô mon Dieu, pardonne à ceux qui ont fait souffrir mes parents. » Elle aurait peut-être récité une prière différente si elle avait appris la vérité. Juste quand elle pensait que tout espoir était vraiment perdu, à la veille de son 17e anniversaire, Marie-Thérèse fut libérée. Avec la fin du règne de terreur, ses geôliers la relâchèrent, en échange de captifs royalistes. Personne n'avait enduré pire pendant le règne de terreur, et les cicatrices de personne n'étaient aussi profondes. Avec la monarchie bourbonienne destituée, bien que Marie-Thérèse ait retrouvé sa liberté, elle n'avait plus de foyer où retourner. Au lieu de cela, elle chercha refuge dans une petite ville balte, dans l'actuelle Lettonie. L'avenir de la dynastie reposait sur Marie-Thérèse. Bien qu'elle pleurât encore la perte de sa propre famille, Marie-Thérèse comprenait son devoir. Avec tous ses frères disparus, son oncle, Louis XVIII, avait repris la couronne, mais il n'avait pas d'héritier. Ainsi, pour préserver la lignée bourbonienne, il arrangea son mariage avec son cousin, Louis-Antoine. Ce n'était pas l'union que tout le monde espérait. Bien qu'il fût le fils du frère cadet de son père, Charles de X, Louis-Antoine manquait de l'éducation plus approfondie de Marie-Thérèse. Timide et bègue, il n'inspirait guère confiance en l'avenir de la maison de Bourbon, même son propre père s'opposant à cette union. Pourtant, le 10 juin 1799, Marie-Thérèse accomplit son devoir et épousa son cousin lors d'une cérémonie discrète. Mais cette union s'avéra stérile, leur seul enfant mourant en bas âge en 1813. Après son mariage, Marie-Thérèse rejoignit ce qu'il restait de la maison de Bourbon, qui avait trouvé refuge en Angleterre. Alors qu'elle vivait à Hartwell House, son beau-père passait son temps plus au nord. Avec sa famille élargie dispersée à travers l'Europe, Marie-Thérèse aurait pu perdre tout espoir. Mais un changement qu'elle savait venir arriva. En 1814, après presque 2 décennies d'exil, le destin de Marie-Thérèse prit un tournant dramatique. Lorsque Napoléon tomba, des factions royalistes en France restaurèrent la monarchie bourbonienne et ouvrirent la voie au retour de Marie-Thérèse.
Cependant, lorsqu'elle parcourut à nouveau les couloirs de Versailles, sans le rire de ses frères et sœurs, ou la chaleur de l'amour de ses parents, cela ne ressemblait pas à un foyer. Pourtant, elle se battrait pour le peu qu'il lui restait. Lorsque Napoléon fit son retour surprise d'Elbe en 1815, la plupart des royalistes bourboniens fuirent, effrayés par le général légendaire. Mais pas Marie-Thérèse. Elle rallia des troupes loyales et tenta de défendre le règne de son oncle. Alors que les combattants refusaient d'attaquer leurs compatriotes français si Napoléon arrivait, ils jurèrent de la protéger contre tout danger. Elle n'avait peut-être pas besoin de leur protection après tout. Quand Napoléon apprit que Marie-Thérèse se dressait sur son chemin, il envoya des ordres pour sa détention. Indéfectible, cependant, Marie-Thérèse refusa de bouger ou de se retrouver à nouveau enchaînée. Elle tint bon jusqu'à ce qu'un général la convainque que rester entraînerait une destruction insensée. Ce n'est qu'alors, pour sauver la vie de ses partisans, qu'elle accepta de partir. La résistance courageuse de Marie-Thérèse n'arrêta peut-être pas la marche de Napoléon, mais elle le fit réfléchir. En fait, bien qu'il ait renversé la dynastie de sa famille et forgé la sienne à partir des ruines, il ne pouvait s'empêcher d'admirer la dernière Bourbon de la lignée principale. Après que Marie-Thérèse eut renoncé à se battre pour sauver la vie de son peuple, Napoléon aurait dit « C'est le seul homme de sa famille ». Il n'avait pas tort. En 1824, Louis XVIII décéda et son beau-père devint le roi Charles d'Indice. Cela conféra à Marie-Thérèse l'accomplissement paradoxal d'être la seule dauphine de France, épouse de l'héritier du trône, qui était également la fille d'un ancien roi. Il semblait qu'elle était destinée à devenir reine un jour. En juillet 1830, une nouvelle révolution ébranla la France, et la monarchie, sur des bases fragiles, s'effondra. Sous la pression et pour sauver sa vie, le beau-père de Marie-Thérèse, Charles d'Isis, abdiqua en faveur de son fils, Louis-Antoine, faisant de Marie-Thérèse reine de France, mais seulement pendant 20 minutes. Moins d'une demi-heure plus tard, Louis-Antoine abdiqua en faveur de son neveu, le duc de Bordeaux. Si vous aviez cligné des yeux, vous auriez manqué son règne. Quelques jours après être devenue brièvement reine, Marie-Thérèse était de nouveau en fuite. Le 16 août 1830, elle monta à bord d'un navire avec le reste du clan bourbonien élargi et mit le cap sur l'exil en Angleterre. Cette fois, elle savait que sa couronne était perdue pour de bon. Sans cour à appeler la leur, Marie-Thérèse et les vestiges de la famille bourbonienne trouvèrent refuge où ils le pouvaient. En 1833, son beau-père, Charles X, s'était installé à Prague. Là, Marie-Thérèse s'installa dans des appartements opulents au sein du château de Prague. Finalement, la famille déménagea à nouveau, cette fois dans l'Italie actuelle. Tous ces déplacements, cependant, commencèrent à peser lourd. Même après tout ce qu'elle avait enduré, Marie-Thérèse ne tourna jamais le dos à sa famille ni à son esprit charitable. En 1836, lorsque son oncle et beau-père, Charles d'Indice, tomba malade du choléra, elle s'occupa personnellement de ses besoins jusqu'à ses derniers instants. 8 ans plus tard, elle perdit également son mari. Puis, elle s'effaça dans l'histoire. Veuve et épuisée, Marie-Thérèse s'installa dans un manoir discret, juste à l'extérieur de Vienne, la terre natale de sa mère. Là, elle trouva enfin une certaine paix, passant ses journées à lire, coudre et prier. Son neveu la rejoignit bientôt, mais elle n'était pas destinée à rester longtemps en ce monde. Le 19 octobre 1851, 3 jours après l'anniversaire de l'exécution de sa mère, Marie-Thérèse succomba à une pneumonie. Elle fut inhumée aux côtés de son mari et de son beau-père dans une crypte monastique discrète dans l'actuelle Slovénie, loin de son foyer à Paris. Sa pierre tombale portait le seul titre officiel qui lui restait, reine douairière de France. Mais l'était-elle vraiment?
Alors que Marie-Thérèse s'était retirée de la vie publique, ces dernières années devinrent quelque peu mystérieuses. En 2013, les autorités allemandes exhumèrent la tombe d'une femme voilée inhumée en 1837. Elles espéraient résoudre une rumeur vieille de 200 ans selon laquelle cette femme était la véritable Marie-Thérèse. La femme mystérieuse dont les restes furent excavés par les autorités allemandes s'était fait appeler Sophie Botta. Depuis son entrée dans les registres historiques, elle avait vécu dans une quasi-totale isolation, toujours voilée et ne parlant jamais en public. Le seul homme qui interagissait avec elle, Leonardus van der Waal, s'adressait à elle en l'appelant « Votre Grâce » et ne lui parlait qu'en français. Les rumeurs sur les véritables identités de Sophie et van der Waal s'étaient répandues comme une traînée de poudre. Mais sans confirmation, les Allemands commencèrent à appeler le couple simplement les « Contes sombres ». Tout le monde pariait que Sophie était en fait Marie-Thérèse. Ce n'était pas aussi fou que cela semblait. La théorie selon laquelle Marie-Thérèse s'était réfugiée en Allemagne sous le nom de Sophie Botta n'était pas une idée insensée. Selon la rumeur, Marie-Thérèse aurait échangé sa place avec sa sœur adoptive après avoir subi des traumatismes aux mains de ses geôliers dans la tour du Temple. Certains prétendaient même qu'elle était tombée enceinte de l'un de ses geôliers, suggérant peut-être que van der Waal était son fils. Seul l'ADN révélerait la vérité. Lorsque les scientifiques testèrent les restes de la comtesse sombre, ils trouvèrent des preuves concluantes qui choquèrent beaucoup. Sophie Botta n'était pas de la lignée bourbonienne. En d'autres termes, Sophie Botta n'était pas Marie-Thérèse. En fait, personne ne pouvait dire qui elle était. Ainsi, en fin de compte, il semble que Marie-Thérèse fut tragiquement la dernière de sa lignée. La vie de Marie-Thérèse ne fut pas définie par le privilège, mais par la persévérance. Née dans l'une des familles les plus puissantes d'Europe, elle fut témoin de première main de la rapidité avec laquelle les fortunes peuvent changer et de la brutalité avec laquelle le monde peut arracher l'innocence. Elle survécut à la Révolution, à l'emprisonnement, à la mort de chaque membre proche de sa famille en exil. À une époque où les rois et les reines tombaient sous la lame, elle endura, non pas grâce à la puissance militaire ou à l'habileté politique, mais grâce à une force silencieuse et inébranlable. L'histoire se souvient d'elle, moins pour son bref règne en tant que reine que pour sa résilience face à une tragédie inimaginable. Elle était, à tous égards, une femme qui vécut plusieurs vies de chagrin et parvint néanmoins à se comporter avec grâce. Ces dernières années, loin de la grandeur princière de Versailles, furent passées dans le silence et la réflexion. Preuve que certaines blessures ne guérissent jamais complètement, même pour la royauté. Et pourtant, même dans la mort, elle inspira mythe et fascination. Le mystère de la comtesse sombre montre à quel point son histoire reste captivante. Les gens ne pouvaient croire qu'une figure aussi tragique puisse simplement s'évanouir. Mais peut-être est-ce là sa dernière leçon. La véritable force ne rugit pas toujours. Parfois, elle endure en silence. Merci d'avoir regardé History Expose. Si vous aimez découvrir les meilleures histoires de l'histoire, appuyez sur « J'aime » et abonnez-vous pour continuer à explorer avec nous. N'oubliez pas de visiter notre page principale, Fact Non Atteint, pour plus de faits incroyables sur